Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et bien entendu, je suis heureux de vous retrouver, comme tous les jeudis, pour l'histoire des marques de matériel agricole. Alors aujourd'hui, au sommaire, toujours John Deere, mais on parlera pas, enfin je vous parlerai pas des tracteurs parce que bon, on a fait pour ainsi dire le tour. Je me suis arrêté en 2010. Si certains sont intéressés que je continue, n'hésitez pas à poster vos commentaires et me dire ben oui, on aimerait savoir depuis 2010 jusqu'à 2025 les types de tracteurs qui ont été fabriqués et commercialisés par la marque John Deere. Et pareil pour les Room Balayer, pareil pour les Big Balayer. Voilà. Donc au sommaire cette semaine, on va parler un peu des Moisbat et de l'historique John Deere et des marques qu'ils ont rachetées pour continuer à développer la technologie agricole. Sur ce, je vous retrouve juste après le générique. Top générique. Mais avant tout, je voudrais commencer par une date qu'il faut retenir pour l'année prochaine. En effet, nous sommes en plein salon de l'agriculture, le SIA, Salon international de l'agriculture, qui se trouve porte de Versailles comme tous les ans. Mais une date est à retenir pour l'année prochaine, le SIMA, Salon international de la machine agricole, qui se tiendra du 22 au 25 février 2026 au Parc des Expos de Paris-Villepin. Alors vous pourrez bien entendu retrouver toutes les marques qui exposent lors de ce salon. Et donc au sommaire cette semaine, nous allons parler un peu des moissonneuses John Deere, aussi un peu vite fait parler du matériel forestier et de terrassement, et pour finir l'historique avec les marques rachetées par John Deere pour continuer à se développer, et aussi des contrats qu'ils ont pu passer avec certaines marques pour agrandir et compléter leur catalogue, principalement en agricole. Donc John Deere, bien entendu, c'est 78 ans de moissonneuse-batteuse. Le modèle T55 est sorti en 1947 et bien entendu, on arrive en 2025, toujours avec cette fameuse, ce fameux monstre, quelque part, si l'on peut dire, parce que maintenant c'est une course effrénée entre les constructeurs pour savoir qui fera la plus grosse des moissonneuses-batteuses. La X9 fait partie des plus grosses machines construites à ce jour, c'est John Deere. Et donc voilà. Alors, pour commencer, en effet, les moissonneuses batteuses, entre autres, John Deere, mais les moissonneuses batteuses, c'est un développement, et le développement de la moissonneuse batteuse automotrice a changé la façon dont le monde se nourrit aujourd'hui. Les moissonneuses batteuses John Deere récoltent peut-être, on va dire, plus de la moitié des céréales au monde, avec bien sûr partage aussi
le Marseille avec New Holland, avec Caz, avec enfin tous les autres constructeurs que beaucoup connaissent. L'histoire de leur succès, que ce soit du modèle 55 à la série X, comme je vous le disais, se fonde sur l'innovation technique et une assistance à la clientèle de haute qualité par le biais d'un réseau de concessionnaires professionnels. C'est vrai que de ce côté-là, bon, sans citer trop de noms, mais avec des concessionnaires, je veux dire en Normandie et Pays de Loire, comme l'Hermite, comme Ruot, comme le Body. Bon, dire que c'est quand même des concessionnaires bien reconnus dans le monde agricole. Et donc en 1947, là où tout a commencé pour John Deere dans ce milieu des moissonneuses-batteuses actuelles, le désigne du modèle 55 de John Deere est le précurseur pour ce qui est de, on va dire, des moissonneuses que nous connaissons à l'heure actuelle. En effet, sa position de conduite centrale est surélevée avec vue sur le convoyeur d'alimentation et l'unité de récolte de 3,65 m de largeur. Le moteur est placé près des roues arrière, derrière la personne aux commandes, la trémie à grains est proche de l'essieu avant pour plus de stabilité, bien entendu, malgré que des fabricants comme Claas ont essayé de mettre le moteur derrière la cabine et la trémie un peu plus plus centrale. Mais bon, ils sont vite revenus vite, plus ou moins, mais pour l'instant on parle de John Deere. On verra ça plus tard pour Claas. On place la trémie sur l'essieu, près de l'essieu avant, pour plus de stabilité avec une masse supplémentaire qui fournit davantage de traction, laissant les roues arrière pour la direction en coupant environ à cette époque-là entre 1,4 hectare et 1,6 hectare à l'heure. Contre, à l'heure actuelle, je crois que c'est à peu près 12 hectares à l'heure pour la série X. L'efficacité a été complètement transformée, bien entendu. En 1970, l'accrochage de l'unité de récolte Quick-Tax chez John Deere, les premières unités de récolte des moissonneuses-batteuses étaient intégrées au convoyeur d'alimentation et le changement d'instrument pouvait prendre, on va dire, une bonne après-midi ou des fois, plus d'une heure. Les moissonneuses-batteuses se rendaient au champ avec l'unité de récolte attachée. Pour ma part, moi j'ai connu ça, bien entendu, beaucoup des gens, on va dire, de mon âge ou même un petit peu plus jeunes ont connu ça. Ce qui limitait leur largeur à 2,55 m, voire un petit peu plus, mais bon, arrivé à un certain stade, les coupes sont devenues amovibles de façon à ce qu'elles soient sur chariot pour un moins gros encombrement sur la route. Et donc, comme je vous le disais, ce qui limitait la largeur en Europe. Et avec le système Quick-Tax, introduit sur les moissonneuses-batteuses de la version 3300 et 7700, permettait de remorquer les unités, la coupe, on va dire l'unité de récolte, c'est-à-dire la coupe, derrière la moissonneuse-batteuse et de la fixer au champ en quelques minutes seulement. Cela a permis de créer des modèles plus larges
et de plus grande capacité qui devait doubler celle des moissonneuses-batteuses au cours des 10 prochaines années, quoi. Je vous parle de 1970, hein, quand même. Hein. Donc en 1982, la cabine intégrée de la série 1000. Les premières cabines ont commencé à apparaître dans les années, on va dire, à peu près dans les années 60. J'étais pas né, mais je sais qu'il y avait quelques machines avec des cabines, ce qui n'était pas monnaie courante. Et parce que généralement c'était une option et puis qui coûtait relativement cher à l'époque et donc on pouvait se passer de cabine. Elle présentait un design très basique qui protégeait le conducteur qui était aux commandes, des poussières. Enfin quoique, mis à part sur les bros où il y avait l'aspirateur de poussière au-dessus du convoyeur et qui a été éjecté sur le côté droit de la coupe, le côté récolte de la coupe. Je connais pas beaucoup de machines qui ne laissaient pas passer de la poussière. C'est vrai que à cette époque-là. Mais ces cabines-là, vous vous en doutez bien, étaient plutôt bruyantes et invivables par temps chaud, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas la clim à cette époque-là, dans les années 60. Même dans les années 70, je connaissais pas beaucoup de machines qui avaient la clim. Et ce n'est vers 1982 que John Deere, avec la série 1000, que les moissonneuses-batteuses se sont vues équipées d'une cabine reconnue comme telle aujourd'hui, bien entendu, plus silencieuse, avec une meilleure visibilité aussi sur les organes de coupe, et en plus équipée de la climatisation. Elle permettait l'ajout d'autres systèmes électroniques au cours des années suivantes, c'est-à-dire que ça a permis qu'on puisse mettre, qu'ils puissent être intégrés tels que les autoradios, bien entendu la clim, mais aussi les détecteurs de perte de grains qui ne se trouvaient pas assujettis à ramasser de la poussière et de l'humidité. Voilà. Avec les cabines est arrivé beaucoup d'innovations dans les machines. Et donc en 1987 chez John Deere, le prototype du récepteur Starfire. John Deere a commencé à travailler avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA au milieu des années 1990 pour mettre au point un système de positionnement des moissonneuses-batteuses. Cela nécessitait un investissement dans un réseau de stations de référence terrestre pour corriger le signal satellite, des erreurs dues à l'ionosphère et d'autres phénomènes. Ce prototype connu sous le nom de Green Eggs and Ham, les œufs verts au jambon, en français, a conduit au lancement du premier système Starfire en 1998 avec une précision de 30 cm. La dernière version du récepteur Starfire 7000 offre désormais un guidage précis jusqu'à environ, on va dire, 2 cm et demi, 3 cm. Donc ce qui est quand même un écart considérable par rapport au tout début, c'est-à-dire à peu près 27 cm de correction. Et donc après la série du modèle 55 de chez John Deere, en 1954, John Deere a développé une moissonneuse-batteuse à flanc de coteau sur le modèle de la 55H avec une mise au point automatique fabriquée avec l'expertise de John Deere. Des moissonneuses-batteuses à flanc de coteau
a vu le jour avec le modèle 36B tiré par des chevaux en 1936. Des publicités faisaient la promotion de nombreuses fonctions que les conducteurs d'aujourd'hui reconnaissent. La direction assistée à un doigt, les freins à disque puissants et l'entraînement mécanique à vitesse variable. En 1963, les chenilles apparaissent. Le développement des premières chenilles s'inspirait des machines de construction, les plaques que l'on connaît, qui sont en acier, nécessitaient à cette époque-là un graissage régulier, et comme elles étaient lentes sur la route, quand on pouvait prendre la route avec ces machines-là, généralement ce qui était rare, elles sont principalement utilisées à cette époque-là, pour la récolte du riz, parce que le riz, comme tout le monde le sait, ça pousse dans des terres humides. Donc c'est vrai qu'en Italie, cette machine-là était légion. Partageant le profil triangulaire familier des chenilles actuelles, comme je vous le dis, il a fallu attendre plus de 40 ans pour que les chenilles en caoutchouc fiables soient disponibles. Bien entendu, avec le temps, tout s'est modernisé, et puis on arrive quand même à des technologies qui sont relativement confortables aussi bien pour les conducteurs que pour le déplacement sur la route et le travail dans les champs. En 1992, la première moissonneuse-batteuse hybride au monde, la moissonneuse-batteuse CTS séparateur à doigts cylindrique, était équipée d'un grand cylindre et d'un contrebatteur à l'avant, avec 2 rotors assurant un battage secondaire. Elle est restée, parce qu'on dit une moissonneuse pour un moissonneuse. Bon, allez, trêve de plaisanterie, encore une fois, vaseuse, mais bon. Donc elle est restée la seule moissonneuse-batteuse hybride au monde jusqu'en 1996, date à laquelle le brevet John Deere a expiré. Ce modèle doté d'une carrosserie plutôt compacte et étroite offrait un rendement exceptionnel et est toujours vendu en Asie pour la récolte de riz. Et donc en 1999, la console Greenstar 1 avec Parallel Talking, le conducteur devait beaucoup se concentrer pour maintenir la moissonneuse-batteuse centrée. Tout le monde l'a connu. Évidemment, on essayait d'aller le plus droit possible, mais bon, des fois, un petit coup de volant et paf, une petite crosse. Et donc, ce n'est qu'avec l'Autotract en 2022 que le véritable guidage main libre est arrivé. La console présentait également le logiciel Harvester Monitor et le système de cartographie de rendement. Et beaucoup sont encore utilisés aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'il y a encore relativement abordable. En 2002, Machine Connectivity, les premières flottes de moissonneuses-batteuses utilisaient des drapeaux pour signaler quelle machine devait être vidée. Et arrivent ensuite les radios, puis bien entendu les téléphones portables. Tout le monde a connu plus ou moins la CB dans les moissonneuses, enfin les personnes de notre époque. Pour les plus jeunes, évidemment, le portable. Alors évidemment, l'introduction de l'électronique embarquée pour permettre aux machines de disposer de la connectivité JD-Link est la plus grande innovation sur les moissonneuses-batteuses de ces 20 dernières années. Transmettre en temps réel les performances de la machine et sa position par une gestion à distance, et ça a considérablement transformé l'établissement des plannings de travail, la logistique,
lors de la moisson et bien plus encore, vous vous doutez bien, comme l'entretien, comme enfin beaucoup de choses. Et en 2010, la 500 millième moissonneuse-batteuse sort des usines, la Greg Briggs et Cisco dans l'Illinois, reçoit la 500 millième moissonneuse-batteuse John Deere, un modèle STS 9870, le 20 mai 2010. Le système de séparateur à doigts simple représentait un changement majeur par rapport au système de secoueur traditionnel et a connu un tel succès qu'il est encore utilisé aujourd'hui sur les moissonneuses batteuses de la série S les plus populaires au monde. Mais il ne faut pas oublier de préciser, bien entendu, que du côté français, on n'était pas en reste. En effet, Rousseau et CCM, c'est-à-dire, oui, bien, que la compagnie continentale de motoculture qui était basée près d'Orléans qui fabriquait des moissonneuses batteuses. Et en effet, les machines fabriquées chez Rousseau et quelques-unes ont porté le nom John Deere. En 1959, les marques Rousseau, Thibault et Rémy, enfin, Thibault, enfin, je sais plus, bref, se réunissent pour former la compagnie CCM, c'est-à-dire Compagnie Continentale de Motoculture. En avril 1960, John Deere prend part à ce regroupement. La CCM devient la compagnie française John Deere. Cette moissonneuse batteuse est donc française et a été fabriquée par Rousseau dans son usine de Fleury-les-Aubrais. Elle arbore les couleurs John Deere suite au rapprochement de cette marque envers la CCM. La licence Gentil fait, elle, référence au système de nettoyage bien particulier dit à cage d'écureuil qui équipe cette machine. Ce système sera par la suite remplacé par un nettoyage plus conventionnel, ce qui donnera naissance à la CCM 245. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, pour l'époque, c'était quand même des belles moissonneuses, on va dire. Effectivement, le moteur n'est pas à l'arrière, mais bien sur le côté du conducteur, comme beaucoup étaient à l'époque, on va dire. Beaucoup de marques ont eu ce type. Et donc, la moissonneuse John Deere était. Cette moissonneuse Rousseau plutôt, était donc commercialisée sous le nom aussi de John Deere. Et en effet, on peut dire que nous, Français, on avait du savoir-faire. On savait construire du matériel, que ce soit pour Bro ou que ce soit par exemple à Fleury-les-Aubrais pour la CCM. Mais bien entendu, tout ça a une fin. Et John Deere s'est emparé de tout ce savoir-faire, avec d'autres marques, bien entendu. Et donc moi, pour ma part, je ne vais pas aller dire que j'ai une grande expérience sur les John Deere, parce que ça m'a été ma marque de prédilection, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai plus travaillé sur des 1177, 1188,
et de la 2266, et puis je sais plus, c'était la CTS, je crois, je ne sais plus quelle référence. Bon, je ne veux pas aller dire que c'était des mauvaises machines, hein, loin de là. Un rendement convenable. Bon, la CTS, c'était une machine à rotor qui demandait énormément d'entretien, parce que si l'entretien était mal fait sur cette machine-là, je ne sais plus laquelle que c'était. C'était en région parisienne, il y a quelques années. Parce que il fallait une machine en plus. Donc j'avais loué cette machine-là. Mais bon, toujours est-il que, par exemple, le chauffeur qui était dessus, dans la Févrole, il y avait de l'eau à venir, fallait finir. Et on a failli foutre le feu à la machine parce que, il y avait des nids de poussière qui se mettaient au niveau des roulements je sais plus d'où. Et ça avait commencé à prendre feu. Et la machine n'a pas pris feu. Mais le réservoir en a pris un sérieux coup. Enfin bon, on a quand même pu finir la saison avec la machine. Mais disons que j'aurais pas été investir dans ce type de moissonneuse-batteuse, ça c'est sûr et certain. Je veux dire investir définitivement. Mais bon, voilà, donc c'est vrai que moi j'aimais bien les 1177, 1188. C'est vrai qu'on avait développé, on avait mis un réservoir de camion à l'arrière de la machine qui était plein de flotte, au cas où. Parce que sur la 1177, on avait eu un départ de feu au niveau moteur. Et sur la 1188, c'était dû à un roulement, si je dis pas de bêtises, je crois, un roulement ou à une courroie qui avait chauffé et on avait failli foutre le feu à la machine. Mais bon, mis à part ça, on se fait baiser une fois pour deux. Donc les machines n'ont pas pris feu parce que on a pu, il y avait à peu près 200 litres de flotte avec une petite pompe électrique pour justement qu'il y ait un peu plus de débit en eau. Et voilà. Ça c'était pour la petite anecdote. Sur la série, la 2266, qui était une bonne machine aussi, hein, rien à dire. Moi personnellement, encore une fois, même si elle m'appartenait, je m'en suis très peu servi, parce que je préférais soit monter sur l'Axial ou sur la classe. Mais ça on en parlera plus tard. Mais voilà, moi John Deere, c'est vrai que je n'ai jamais été un grand adepte de John Deere. Mais voilà, après, mais je ne dis pas que c'est des mauvaises machines, je ne dis pas que... Mais je n'irai pas faire des kilomètres pour aller voir une machine John Deere tourner. Voilà, toujours est-il. Et nous passons au matériel TP et forestier. En effet, John Deere, lui, la marque a un catalogue quand même relativement, on va dire, étoffé. Hein, parce que qu'on parte de l'agricole avec toutes les innovations que John Deere met en place en innovation, bien entendu, mais s'il y a innovation chez John Deere, c'est parce qu'ils ont racheté aussi d'autres marques qui travaillent dans l'élaboration de ces innovations. On va en parler juste après, pour finir ce documentaire. Mais
John Deere est un peu sur tous les secteurs, hein, que ça soit comme on l'a vu pour les tracteurs, hein, bon c'est pas fini pour les tracteurs, bon après si vous voulez qu'on finisse sur les tracteurs lors d'un prochain numéro on pourra, ainsi que sur les big et round balers, ou même les ensileuses si vous le désirez. Mais comme je vous le disais, John Deere est présent un peu sur tous les fronts, hein, que ça soit technologique, que ça soit outils de sol, que ça soit outils de fenaison, battage, ensilage, pressage, round, big et moyenne densité, fertilisation, pulvérisation. Ils sont présents sur tous les secteurs, ainsi que sur le secteur TP et forestier et sur le secteur espace vert, comme on a pu le voir. Bon, après, John Deere n'est pas principalement le fabricant de matériel d'espace vert. Généralement, c'est d'autres marques comme Yanmar qui développe ou qui a développé. Et donc, c'est vrai que John Deere, à lui seul, on peut dire, ah oui, John Deere, mais bon, John Deere a su faire travailler quand même d'autres marques, hein, telles que Renault, Carraro, et bien sûr, comme je vous l'avais dit, hein, un tracteur a racheté San Berlin, a racheté Lance, a racheté... bon, je veux dire que John Deere est quand même un gros bras. C'est pas demain que Kubota va bouffer John Deere, je pense pas. Mais toujours est-il que, voilà, John Deere, comme je vous l'ai dit, a quand même eu 78 ans de développement moissonneuse batteuse. On a pu le voir lors des quelques vidéos que j'ai retrouvées. Et aussi les quelques photos. Bon, après, si vous voulez qu'on fasse un numéro pour développer sur les moissonneuses John Deere, n'hésitez pas à afficher vos commentaires et puis on en reparlera ensemble. Bien entendu, bon, si vous êtes que 2 ou 3 à le demander, malgré que les recherches sont presque finies pour justement tous ces types de matériel, bon, ça fait quand même pas mal de dossiers, ça je le reconnais, mais bon, je les garde sous le coude au cas où cela vous intéresse. Parce que après, là, pour la prochaine vidéo, nous changerons de marque. Donc, comme je vous le disais, en effet, John Deere a pu se lancer grâce au rachat de sociétés aussi, dans le développement du terrassement, on va dire, avec des booters, avec des tracks, avec des chargeurs à pneus, des mini-pelles à chenilles, des pelles à pneus, des pelles... et puis bon, des pelles à chenilles beaucoup plus conséquentes, bien entendu. Des dumpers, des scrappers aussi, tout le matériel TP que l'on peut connaître. Et aussi, John Deere s'est développé aussi dans le domaine forestier parce que il y avait un créneau, donc John Deere s'est lancé sur ce créneau depuis quand même pas mal d'années. Et donc ils sortent aussi bien des débusqueurs que des débardeurs, que des machines pour couper le bois directement sur pied et l'empiler de façon à ce qu'il soit plus facilement transportable. Et donc, comme on peut le voir sur ces vidéos ou ces quelques photos,
Bon, c'est vrai que ils ne sont pas les seuls sur ce marché, hein, bien entendu, mais voilà, John Deere peut offrir sur ses catalogues quand même, hein, John Deere peut se vanter, hein, aussi, hein, parce que bon, ils ont aussi des machines qui récoltent le coton. Bon, ils sont un peu sur tous les secteurs, il faut reconnaître ce qui est. Et donc, voilà, John Deere, c'est quand même la marque, enfin, une des marques de référence de l'agricole, Bon, en terrassement, c'est pas ce qu'on connaît le plus par chez nous, hein, c'est plus basé quelque part pour l'Allemagne, hein, pour éventuellement aussi le Canada, tout ce qui est pays, on va dire, proche de l'Amérique, hein, et voire en pays aussi peut-être asiatique. John Deere dans le domaine, on va dire, même africain, hein, d'ailleurs, dans le domaine TP, c'est une marque assez développée. Dans le matériel forestier, bien entendu, c'est typique à certaines régions du monde où ce matériel a pris un essor plus considérable pour ce qui est du matériel forestier. Et nous allons passer donc au dernier épisode, au dernier chapitre, c'est-à-dire l'historique de John Deere et de rachat d'entreprise par le groupe John Deere. Alors, comme je vous l'ai précisé dans d'autres épisodes, hein, en effet, John Deere, c'est une marque de la société américaine Deere et compagnie, dont le siège est situé à Moline dans l'Illinois, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui est spécialisée dans la fabrication de matériel agricole et notamment de tracteurs, moissonneuses-batteuses, ramasseuses-presse, ainsi que de plusieurs matériels, des espaces verts et des équipements forestiers et de TP, hein, comme je vous l'ai dit. Ces machines sont facilement reconnaissables à leur couleur verte, soulignée de jaune. Les jantes, hein, principalement pour le matériel agricole et même le matériel forestier et espace vert, c'est principalement les jantes qui sont en jaune. Et donc cette société a été fondée en 1837. Deere et compagnie est l'une des plus anciennes compagnies industrielles des États-Unis et elle est cotée en bourse. Pour ce qui est de l'historique, comme je vous l'avais dit, John Deere, lui, principalement, et comme je vous l'ai dit dans des épisodes précédents, est né à Rutland dans le Vermont en 1804. Et donc c'est en 1938 que John Deere crée la société Deere et compagnie, dont pour exploiter ses affaires, et la société dont son fils Charles prit rapidement la direction, développant un réseau de revendeurs pour étendre à l'ensemble du pays la commercialisation, et ainsi qu'en Europe, bien entendu. C'est l'une des plus anciennes sociétés des États-Unis. Ses apports contribuent à une période générale de modernisation des cultures céréalières, avec notamment les corn pickers. Et donc, comme on va faire un petit récapitulatif, hein, c'est en 1918 que l'entreprise acquiert la compagnie des tracteurs Waterloo dans l'Iowa. En 1923, l'entreprise commercialise le modèle D, le premier tracteur qu'elle ait elle-même conçu. En 1937, l'année de son centenaire, et pour la première fois de son histoire, John Deere a réalisé un résultat de 100 millions de dollars.
Et donc, John Deere étend ses activités en 1956 en Amérique du Sud et en Europe. En Europe, John Deere achète les usines Lance et devient l'actionnaire majoritaire de Hendrix Lance AG. L'année suivante, bien entendu, le dernier Bulldog est sorti, le modèle D46 d'une puissance de 40 chevaux. En 1958, la couleur, bien entendu, bleu et orange de Lance est abandonnée au profit du jaune Pantone 109C. Alors, il me semble, je sais plus, je crois que c'est sur YouTube ou, enfin, je sais plus, que quelqu'un cherchait les références pour les peintures John Deere. Et ben voilà, c'est le Pantone 109C et le vert Pantone 364C. C'est les couleurs de ces John Deere. Les premiers modèles de moteurs diesel multicylindres furent développés en 1960 par John Deere. Le nom de la société, jusqu'alors nommée Hendrix Lance AG à Mannheim, j'aurais vraiment du mal avec l'allemand. Et donc en 1970, John Deere rachète le constructeur australien Chamberlain Tractor, dont les derniers modèles sous le nom de Chamberlain en 86 sont les Chamberlain 4090, 4290, 4490 et 4690. Pour l'historique récent, en novembre 2015, John Deere acquiert Monosem. Qui ne connaît pas Monosem, les semoirs de précision Monosem, bleu, rouge et blanc. Ouais, je pense que, enfin bon, j'ai toujours eu du Monosem, eu du Kuhn, mais bon, moins satisfait du Kuhn que du Monosem. Après, bon, chacun voit midi à sa porte, mais bon, je préfère Monosem quand même. Mais bon, toujours est-il que John Deere acquiert Monosem, une entreprise européenne spécialisée dans le matériel agricole, servant à effectuer des plantations de précision, pour un montant que je ne pourrais pas dévoiler parce que je ne le connais pas. Seul John Deere doit le connaître. Et puis personnellement, vu le chiffre, ça doit être phénoménal encore. Le rachat de ce fabricant de semoirs qui exporte vers plus de 70 pays permet une optimisation financière en rapport avec les fluctuations des taux de change des monnaies. Et là, ça s'inscrit également dans une stratégie, on va dire, plutôt globale de la firme concernant les technologies agricoles qui vise à augmenter le rendement des cultures tout en diminuant les intrants. Comme je vous le disais, John Deere assure acheter les sociétés qui peuvent le tirer encore vers le haut et toujours un peu plus. Et donc, en ce même mois de novembre 2015, John Deere annonce acquérir les activités de matériel de plantation de précision de Monsanto, Precision Planting, pour un montant bien entendu qui m'est inconnu. Et en mars 2016, John Deere annonce l'acquisition de Edge Manufacturing, entreprise américaine spécialisée dans les engins agricoles d'épandage, comme je vous le disais, pour la pulvérisation. C'est vrai que, John Deere, lui aussi, peut se permettre, d'être, on va dire, à la pointe de la technologie, parce que bon, ils ont acheté quand même des entreprises qui connaissent bien ce domaine. Et en juin 2017, John Deere annonce l'acquisition pour 4, milliards de dollars, enfin 4,88 milliards de dollars de la Wirtgen Group,
entreprise allemande spécialisée dans les engins de construction d'infrastructures routières, ce qui permet à John Deere encore d'étoffer sa gamme de matériel de terrassement et de travaux publics. Et en octobre 2021, malheureusement, 10 000 salariés du groupe se mettent en grève sur 14 sites de production à travers les États-Unis. Comme quoi, John Deere ne passe pas toujours à côté de choses positives. Il n'y a pas que du positif chez John Deere, il y a aussi des moments un peu moins glorieux. Le chiffre d'affaires mondial du groupe dépasse pour la première fois les 9 milliards de dollars en 1994. Pour l'année 2010, John Deere a réalisé un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars, dont 77% dans le domaine agricole. Et aussi de l'espace vert, d'ailleurs, parce que l'agricole va avec l'espace vert. Je vois, c'est beaucoup de concessionnaires, on peut trouver du matériel d'espace vert, John Deere, à côté des monstres de moissonneuses ou d'ensileuses John Deere, ou même des tracteurs. Et donc, depuis le début des années 2010 environ, à peu près, et ce qui s'accroît un petit peu tous les ans, l'entreprise emploie environ 55 000 salariés dans 28 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Inde, la Pologne et le Mexique. Ça commence à faire quand même. Présent dans un peu... c'est une marque mondiale, John Deere, faut reconnaître. Et donc Deere et compagnie, coté au New York Stock Exchange, commercialise des produits de solutions destinées à l'agriculture, à l'exploitation forestière, aux travaux publics et à l'entretien des espaces verts et du paysage et à l'irrigation. John Deere fabrique et commercialise des moteurs diesel non routiers et propose des services financiers dans le monde entier. C'est phénoménal. En 2015, Deere et compagnie occupe la première place du secteur de l'agrotechnique. Je dis en 2015. Depuis 2015, avec un chiffre d'affaires annoncé entre 29 et plus de 33 milliards de dollars de ventes. La société est quand même l'un des emblèmes de la concentration du secteur, qui est considérée comme inquiétante par des dirigeants du département politique agricole international de la fondation Heinrich Böll. L'activité en France de John Deere, dont le siège est à Fleury-les-Aubrais, est la plus importante entreprise du département du Loiret. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,297 milliard d'euros en 2018, si je ne dis pas de bêtises, ou 2019. C'est dans ces années-là, quoi. John Deere aussi détient à peu près 19 à 23% des parts du marché français de la vente de tracteurs, devant New Holland, Massey Ferguson et Claas et Fendt. Quand je dis New Holland, je regroupe un petit peu. En 2004, on va dire CNH, quoi. En 2004, John Deere a acheté la société française bretonne AgreenTech, qui travaille sur les logiciels communiquant par Internet avec des bases de données. La marque John Deere commercialise des tracteurs de puissance, comme on l'a vu lors des documentaires précédents, entre
chevaux et 670 chevaux au maximum. Pour divers métiers ainsi que des véhicules forestiers, il existe des tracteurs tondeuses, des tracteurs pour l'agriculture et des tracteurs compacts qui servent pour les terrains de grandeur moyenne de 3000 à 6000 m², et ainsi que des tracteurs pour le domaine viticole et de verger. L'usine historique de Moline, États-Unis, construit les gammes destinées aux grosses exploitations américaines et européennes. L'usine de Mannheim, en Allemagne, produit les tracteurs de taille intermédiaire destinés au marché européen, et les petits tracteurs sont fabriqués au Brésil ou en Argentine. Durant les années 60 à 80, la numérotation des gammes se composait de 4 chiffres, c'est-à-dire les 2 premiers chiffres pour le modèle et les 2 suivants pour la série. On va dire l'exemple, le 40-20. Les séries sont renouvelées en moyenne, on va dire, ou à peu près, de ce que j'ai pu voir et ce qu'on a pu voir ensemble lors des documents, enfin des épisodes précédents, environ tous les 5-6 ans. Et donc, après les séries 10 et 20, la série 30 en 1975 a accueilli la cabine ronde Soundguard climatisée. La série 40, dans les années 80, a vu l'apparition du pont avant mécanique, le 40-40S par exemple, et la fameuse cabine SG2. Les séries 50 en 1985, puis 55 en 89 aux États-Unis seulement, ont été les dernières évolutions de l'ancienne gamme. Le plus gros modèle de la gamme étant le 49-55 qui culminait à 230 chevaux. Et donc en 1985, John Deere doit adapter ses moteurs diesel pour qu'ils puissent répondre aux nouvelles normes d'émissions de carbone, on va dire. Et donc John Deere en 2004, un article dit que John Deere commercialise des logiciels permettant de régler sur les moissonneuses-batteuses et tracteurs la quantité de pesticides et engrais épandus sur les parcelles consacrées à l'agriculture intensive. L'objectif, bien entendu, est de faire des économies aux exploitants agricoles sur les doses utilisées. Et donc en 2012, ont été lancées les séries 6, 7 et 8R que nous connaissons à l'heure actuelle. La puissance est à présent inscrite dans la numérotation. Le plus gros modèle, le 8R400, culmine donc à, je vous le donne en 1400 chevaux. Les dernières évolutions portent surtout sur les mécanismes de dépollution et les automatismes de conduite. Après, il y a eu des évolutions aussi dans la ligne des tracteurs, mais dans l'ensemble, voilà. Les filiales de John Deere sont John Deere Capital, John Deere Healthcare, Lesco, Ningbo, Benny Tractor et Automobile Manufacture Co, A&I Product, Wirtgen Group, Monosem et Mazotti. Pour ce qui est des usines John Deere, et je pense on va finir presque sur ça. Les usines John Deere, bien entendu, on en a parlé lors des différents épisodes. Aux États-Unis, il y a
Waterloo dans l'Iowa pour les tracteurs, Itzmoulin dans l'Illinois pour les moissonneuses-batteuses. En Europe, bien sûr, en Allemagne, il y a Brutzhall, cabine et dépôt de pièces européens, Mannheim qui fabrique des tracteurs, Gummersbach pour les tondeuses, Stade Tlon pour l'équipement de récolte Camper, Zweibrücken, enfin bon, pour les moissonneuses batteuses ensileuses automotrices, Kaiser Slotner, le Centre européen technologie et d'innovation, c'est-à-dire l'ETIC. En Espagne, Madrid pour les composants et pièces de transmission. En Finlande, Joensuu pour le matériel forestier. Tampere pour le bureau d'études de matériel forestier. En France, Arc-les-Grès en Haute-Saône, production de matériel de récolte de fourrage et de chargeurs frontaux pour les tracteurs agricoles. Saran, Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, près d'Orléans, l'usine de moteurs produisant à peu près 25 à 30% des moteurs du groupe depuis 2010 à peu près, enfin, j'ai pas les tout derniers chiffres bien entendu, que John Deere communiquera quand ils le voudront, bien entendu. Orme dans le Loiret pour le centre de formation au service après-vente et du service marketing. Aux Pays-Bas, Eindscheid pour les tondeuses et Horst pour le matériel de pulvérisation. En Suède, Filipstad pour le matériel forestier. En Amérique du Sud, l'Argentine, Granadero Begoria pour les moteurs de tracteurs et les tracteurs aussi. Et Rosario, moteur et tracteur. Au Brésil, Catalao pour les récolteuses de canne à sucre. Bien entendu, j'avais oublié de vous en parler. Évidemment, John Deere est bien présent sur le marché de la canne à sucre aussi. Au Mexique, Torreón pour l'usine de moteurs. En Asie, en Inde par exemple, à Pune, comme on a pu le voir, certains tracteurs sont sortis des usines de moteurs et les tracteurs comme je vous le dis. La Chine à Chongqing pour des tracteurs et les moteurs. Et donc John Deere voulait lancer un système où en fait seuls les concessionnaires et les acteurs de fabrication des tracteurs ou du matériel John Deere, seuls, ils voulaient qu'ils soient les seuls à pouvoir intervenir sur les réparations. Et pour cela, mettre un code qui ne pourrait pas être copié ou détourné par l'utilisateur s'il voulait faire ses réparations lui-même. Ce qui lui a été totalement interdit parce que c'était des dispositions qui étaient contraires au droit de réparer soi-même, quoi. Et donc, même si plus ou moins ce système a été quand même, on va dire, mis en place, mais des fermiers ukrainiens utilisent des versions alternatives du logiciel de John Deere pour contourner l'impossibilité de réparer. Alors on voit pas trop la nécessité, comme quoi on peut faire tout ce qu'on veut, mais à partir du moment qu'il y a des gens qui sont qui vont savoir où se trouve la brèche, c'est comme les vaches, vous pouvez faire clôturer un champ tout autour, il suffit qu'il y ait un endroit où que le barbelé soit un peu moins tendu, c'est là qu'elles passeront. Donc c'est pareil pour tout ce qui est hacker et tout ce qui s'ensuit.
Et donc voilà pour ce qui est de l'histoire de John Deere. J'espère que vous aurez apprécié le mois que nous avons passé ensemble sur la marque John Deere. Dès la semaine prochaine, nous allons retrouver une nouvelle marque disparue ou toujours actuelle. Vous le découvrirez la semaine prochaine. On va laisser un peu de suspense quand même. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Tout ça en espérant que vous allez prendre et vous avez pris du plaisir à avoir regardé cette dernière vidéo sur John Deere. Et si vous avez loupé des épisodes, vous pouvez les retrouver bien entendu sur notre page YouTube. Sur ce, encore une fois, bonne semaine, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao ciao, bye bye.